C'est Gabriel Aumont, Radio Lumière. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous dérange pas? Non, non, pas du tout, pas du tout. D'accord, ouais, je pense que vous avez peut-être un petit peu de temps à nous accorder pour une petite interview. Non. Ouais, y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Avant toute chose, je vais tout simplement vous demander peut-être un petit peu de vous présenter, car peut-être que la toute jeune génération ne vous connaît pas, alors que la plus ancienne, on va dire, ou même ceux 93-94 vous connaissent un peu, mais si vous pouvez vous présenter en quelques mots comme ancien joueur professionnel. En quelques mots, Fabien Boudarène, 35 ans, milieu défensif. J'ai joué 6 ans à Saint-Etienne, 5 ans à Sochaux. Je suis parti à Dijon, j'ai joué en Bulgarie, en Roumanie, à Dubaï, pour finir après en Ligue 2 à Vannes pendant 2 ans. Donc j'ai à peu près 400 matchs Ligue 1, Ligue 2. Pour le palmarès, j'ai 3 finales de la Ligue, 2 perdues, 1 gagnée. Et puis le reste, champion de France avec Saint-Etienne en deuxième division. Et bon, en gros c'est ça. D'accord. Et je vais aller sur un point particulier parce que moi, de mon âge, j'ai 20 ans et il y a un moment qui m'a marqué particulièrement. Certainement que vous l'avez connu, vous allez me redire ça. La fameuse finale Nantes-Sochaux de 2003. C'est 2003, si je ne me trompe pas. Par rapport à cette finale-là, bon, vous avez souvent joué, vous parlez de la Coupe de la Ligue, hein, qui fait partie des compétitions que vous avez énormément joué jusque loin. Mais cette finale-là, elle est marquante parce que ça a été peut-être un match un peu fou. Je me souviens de Lucas de Nantes à la fin, je pense à tout ça. Et, ça, c'était en 2004. Ouais, 2004. Voilà. C'était en 2004. Ouais. Et puis, le fameux Landreau qui rate sa Panenka. Exactement. Qui nous fait gagner, quoi. Exactement. Je pense que les collègues de Landreau ont dû lui en vouloir un bon petit moment. Et justement, j'attendais que vous me parliez de ça. De comment vous avez abordé, et notamment l'occasion qu'à Nantes, je crois, à la fin des prolongations, qui est complètement dingue, et d'un match comme ça, d'un match où on sent qu'il y a une finale où il y a vraiment un événement qui marquera finalement, parce que même moi, je m'en souviens. Ouais, oui, puis on s'en souvient simplement par rapport à la Panenka de Landreau, hein, parce qu'après, il y a plein de matchs. On a fait la même finale en 2003 contre Monaco, on en prend 4. Et après on gagne, mais on se souvient de celle-là parce que Landreau a raté la Panenka et que ça a fait le tour des télévisions et que voilà, après s'il marque, c'est un dieu vivant. Malheureusement, il a joué, il a perdu. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec Landreau pendant presque 10 ans en équipe de France. Et à chaque fois, il tirait les tirs au but et il les tirait super bien. Donc, qu'il fasse une Panenka devant Teddy Richer, qui on sait, qui est un petit peu comme lui, qui arrive à arrêter pas mal de pénaltys. C'était osé, c'était culotté en finale. C'est pas passé cette fois-ci, mais bon, si jamais il marque, voilà, c'est tout à son honneur, quoi. Ah, mais comment expliquer une Panenka à ce moment-là? Je sais pas. C'est comme Ibra contre Saint-Etienne, il tire le penalty, il marque, et l'arbitre demande à resiffler le penalty, et après il fait une Panenka, et il marque après. Donc ça dépend, ça vient comme ça dans la tête, c'est pas préparé du tout. Et je pense qu'à un moment donné, voilà, avec le stress, etc., on veut finir en beauté, entre guillemets. Et bon, là, ça n'a pas réussi. Hein. Tant mieux pour nous. Hein. Ouais. Et justement, par rapport à ces années, à ces matchs marquants, je pense aussi peut-être à un match que vous n'avez pas joué, si mes infos sont bonnes à Bonal, c'est le fameux Sochaux-Dortmund. Non, moi j'ai fait le match aller, donc 3-3 au match aller. Et le fameux 4-0 à Bonal, c'était juste extraordinaire. Moi, j'étais remplaçant, je ne suis pas rentré. Et c'était grandiose, quoi. 4-0 contre le grand Dortmund. Puis je me souviens du président de Dortmund qui avait dit à l'époque, je sais pas, il avait fait une interview et qui disait Sochaux, ça se trouve où je sais qu'ils vendent des pneus ou des trucs comme ça, des voitures, mais c'est pas un club français, donc on va les écraser en gros, quoi. Sauf que là-bas à Dortmund, on commence à gagner 3-0, on se fait rattraper 3-3, mais les 4-0 au match retour chez nous, je pense que là, les pneus, il les a bien pris pour rentrer en Allemagne après. Surtout que c'était pas moins que ça l'Allemagne. Mais est-ce que c'est pas votre meilleur souvenir de votre carrière, ça, ce Non. Le meilleur souvenir, c'est avec les Marseille. Quand on a gagné 5-1, c'était sur Canal en plus. Et on gagne donc 5-0, 4-0 à la mi-temps et les supporters marseillais sont partis.
Et là, le stade, c'était en ébullition, quoi. C'était le terrain qui tremblait. Même nous, les joueurs, ça nous arrivait de chanter sur le terrain tellement on était pris dans l'ambiance. C'était juste fantastique. Et puis pour tout le monde, hein, pour tous les anciens, ça restera le Saint-Étienne-Marseille. Et oui, les deux plus gros palmarès du foot français, on peut dire. Oui, oui, aussi. Et puis c'est surtout le fait que Marseille, ils avaient la grosse équipe avec Dugarry, il y avait Pires, Luxin, Dorato. Enfin bon, ils avaient quand même des noms. Et puis 4-0 à la mi-temps, c'est Alex qui nous marque 4 buts, qui fait la fameuse panthère. Ce match est resté à vie dans les mémoires des supporters. Et vous parlez évidemment de ces grands moments avec Saint-Etienne, hein, donc il y a eu une montée en D1 avec la SSE. Ouais, est-ce que c'est pas quelque chose de particulier de revenir en première division avec un club comme les Verts? Non, moi j'ai commencé en Ligue 2 avec Saint-Etienne, c'était mes premiers matchs pro. Moi je suis stéphanois d'origine, donc faire mon premier match à Monaco, on fait 2 partout, je crois en plus, ou 3-3, un truc comme ça. Et mon premier match avec mon maillot vert, étant stéphanois, c'est que du bonheur, quoi, surtout en Ligue 1. Et justement, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à un derby dans votre carrière? Oui, à chaque fois c'était match nul. On a fait 1 partout et 0-0 chez eux, je crois. Après, moi j'ai pu jouer avec Sochaux par contre Lyon, mais avec Saint-Etienne j'en ai fait que 2. Un où j'ai été remplaçant, et le deuxième, je crois que c'était en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, je sais plus, on a éliminé au pénalty et qu'on a fait un match extraordinaire. C'était à l'époque des faux passeports, et c'est là où Jean Duboilet et Rudy Garcia avaient repris l'équipe et qu'ils avaient aligné qu'une équipe de gamins, quoi. Il n'y avait que des jeunes dans cette équipe et qu'on a fait du mal au Grand Lyon. Bon, on a perdu, la finalité n'a pas été heureuse, mais c'est vrai que cette aventure a été très belle, quoi. Et comment un Stéphanois d'origine, quelqu'un qui a les Verts, le peuple vert dans le cœur, aborde un derby face à Lyon? Est-ce que c'est pas difficile de maîtriser ses nerfs de temps en temps? Non, pas pour un Stéphanois, parce qu'un Stéphanois, il naît avec. Après, je pense que c'est pour les autres qui ne connaissent pas, qui arrivent d'autres clubs ou d'autres régions de France. Pour eux, je pense que c'est plus dur à gérer. Pour nous, on est né avec, donc forcément, ce match-là, depuis tout gamin, on les joue, donc on est rodé. Donc on n'aborde pas le derby comme les autres. Et évidemment, hein, c'est des matchs toujours particuliers aujourd'hui. Et on sait que ça fait longtemps hein, que Saint-Etienne n'a pas gagné à Geoffroy Guichard, je crois, en championnat face à Lyon. Je crois qu'il y a 3 ans où c'est. Ah non, ils ont joué à. Ah oui, c'était à Gerland. Le but de Payet, c'était à Gerland. C'était à Gerland. À Geoffroy, oui. C'est le match spécial parce que c'est pas notre match, en fait, c'est le match des supporters. Ce match-là, il est dédié qu'aux supporters. Si on gagne, Saint-Etienne a réussi sa saison, en gros, quoi. Et c'est le seul match de la saison, ou peut-être avec Paris et peut-être avec Marseille, mais surtout Lyon, c'est le seul match de la saison où les joueurs jouent pour les supporters vraiment, quoi. C'est pour eux que ce match il est pour eux. Ah ouais, c'est quelque chose de beau à entendre ça de la part d'un joueur. Peut-être est-ce que c'est pas ce qui manque aussi dans certaines rivalités, la confection régionale, le genre du terroir, si on peut dire? Oui, c'est ça, et puis ça a toujours été comme ça, hein. Depuis des années, le Saint-Étienne-Lyon, ça a toujours été comme ça, et c'est un match particulier, parce qu'on en parle peut-être 1 mois avant, quoi, voire 2 mois avant, et que tous les bars, toute la ville est derrière nous à ce moment-là, quoi. Donc même s'il n'y a que 40 000 places à Geoffroy Guichard, je peux vous assurer que tout Saint-Etienne est derrière son téléviseur, et que si on gagne, mais tout le monde défile dans les rues, quoi. Et est-ce que la SSE et Geoffroy Guichard n'est pas le monument de Saint-Etienne? Ah bah oui, forcément. Saint-Etienne, si on enlève Geoffroy Guichard, si on enlève les mines, je crois qu'il n'y a plus rien. Hein. Ouais, c'est pas faux, tout ça, c'est toujours intéressant d'avoir comme ça des gens parlant des racines. Hein. On pensait notamment à la presse qui parlait beaucoup du fameux PSG Web qui parlait de sa saveur. Est-ce que finalement par rapport à ça, on sait que Saint-Etienne-Lyon c'est question de région, de place à côté, d'emplacement on va dire. Et finalement PSG Web c'était créé par Canal. Est-ce qu'on voit finalement pas aujourd'hui ses limites peut-être de ce dit classico? Ouais, mais bon, il y en a plein des classicos. Si vous allez en Bretagne, vous allez faire un Lorient-Rennes ou un Lorient-Nantes, ça sera pareil, la saveur sera la même. Saint-Etienne a une grosse histoire footballistique, donc forcément ça en parle un peu plus, mais après que Paris et Marseille, le nord et le sud, ça soit comme ça, ouais,
Bon, c'est vrai qu'on parle moins de Saint-Etienne-Lyon que de Paris-Marseille, par exemple. Mais bon, ça reste des derbies quand même intéressants quand il y a des buts, parce que c'est souvent que ça se termine sur des scores de 0-0 ou un partout. Mais, ouais. Pour moi, étant stéphanois, forcément, c'est le match le plus important. Le Paris-Marseille, je ne regarde même pas tellement, c'est pour vous dire. Mais et justement, la particularité, est-ce que on peut dire et on peut le souligner, c'est quelque chose qui n'est pas dit, mais il y a aussi d'énormément de derbies dans le foot amateur aujourd'hui. Ah oui, carrément. À chaque fois qu'on joue contre des équipes de Lyon, que ce soit les Maguettes ou Amblin, etc., c'est toujours pareil. Il y a toujours cette rivalité Saint-Etienne-Lyon. Moi, quand j'ai commencé à l'Olympique de Saint-Etienne, un petit club, quand on jouait contre l'OL, c'était le seul match qu'il fallait gagner, quoi. Ah, c'est sûr et certain. Bah, d'ailleurs, c'est une culture. Dans la région, c'est une culture. Gagner contre Lyon, c'est une culture. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse dans tous les sports, mais en tout cas, dans le foot, à Saint-Etienne, c'est obligatoire. On est obligé de gagner contre les Lyonnais. Et justement, vous savez que c'est sur une radio un peu parisienne, on peut dire en quelque sorte. Ouais. Et on peut vous parler des derbys comme ça régionaux. On fera un petit clin d'œil au PFC Red Star, à ces matchs-là aussi qu'il y a en national. Ouais, Red Star, un grand club, le Red Star. Et justement, c'est assez comparable parce qu'on va dire qu'il y a le club mythique qui peut se comparer à la Saint-Etienne, le Red Star, et le club d'à côté qui est né un peu après, le PFC. Il y a des rivalités comme ça qui sont inhérentes à toutes les régions. Je rappelle ça pour les auditeurs qui nous écoutent parce qu'on sait qu'ils sont majoritairement parisiens évidemment. Et pour parler toujours de ça, un petit peu de la région parisienne aussi, vous savez qu'on parle beaucoup du PSG chez nous. Et vous, en tant qu'ancien pro, qu'est-ce que vous pensez du PSG aujourd'hui façon Qatari et si ce n'est du PSG Laurent Blanc? C'est que du bonheur parce que ok, il y a de l'argent, mais de toute façon moi je l'ai toujours dit, il y a 3 clubs, il y a 3 stades en France qui sont juste extraordinaires par rapport au public, hein. Forcément il y a Saint-Etienne, il y a Lens et il y a Paris Saint-Germain. Moi, j'ai eu la chance de jouer au Parc des Princes à l'époque de Nouma, de Ronaldinho, et c'est juste fantastique. Là ok, il y a de l'argent. C'est bien, il y a des grands joueurs, mais surtout qui procurent du jeu et qui donnent un plaisir à regarder. Mais j'ai dû regarder un seul match, je crois, ou 2 matchs de Paris cette année, c'était contre Nantes. Donc ils ont gagné 5-0, mais c'était un régal de football, quoi. Pourtant, c'était pas des peintres en face, hein. C'est Nantes quand même, c'est des joueurs de Ligue 1. Mais Paris, ils ont une approche qui est fantastique. Et tous les spectateurs, je pense qu'ils prennent un plaisir. Et quand on sait la ferveur qu'il y a au Parc des Princes, c'est le feu. Même hier, on a pu voir, même si Paris perd 1-0, parce qu'ils n'ont pas fait un très très bon match hier. Je pense qu'ils ont joué un petit peu, ils ont essayé de gérer le match, mais dès que le stade il commence à gronder, mais c'est pour être joueur au Paris Saint-Germain actuellement, mais je pense que c'est la rêve de tous les footballeurs. Et même sans ces groupes peut-être ultra, on sait qu'ils ne sont plus aujourd'hui au Parc des Princes. Est-ce qu'il n'y a pas un manque? Est-ce que Fabien Boudarain imagine Geoffroy Guichard sans les Green Angels ou Maël Fan? Non, c'est impossible. Ok, il y a les joueurs qui font l'histoire du club, mais faut pas oublier que les joueurs ils sont rien sans leurs supporters. Donc après, une minorité, on va dire, qui paye pour. C'est une minorité qui fout le bordel dans le stade et les autres ils payent de ça. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que Paris en a besoin, même s'ils arrivent à le combler quand même, mais Paris en a besoin quand même de ses supporters, ça c'est sûr. Ouais, on sait, hein, c'était la comparaison assez intéressante à faire. Et justement, en vue de l'avenir, est-ce que vous pensez que le PSG peut vraiment faire quelque chose avec des champions de cette saison? C'est jouable. Moi, je pense qu'il faudra peut-être un peu plus de temps, parce que ça fait que 2 ans qu'ils sont vraiment, qu'ils arrivent à maîtriser et qu'ils apprennent, même s'il y a des grands joueurs qui l'ont déjà fait à la Champions League. Quand on voit que Ibra, il l'a jamais gagné, je crois. Donc, je pense que c'est un titre qui lui manque aussi. Je pense que cette année, ça sera peut-être encore du rodage. Mais par contre, l'année prochaine, là, oui, on peut dire qu'ils peuvent être prétendants à la gagner. Après, tout dépend comment va Paris va aborder les matchs. S'ils font comme hier soir, ils passent à la trappe, hein. C'est un petit peu le problème des joueurs français, entre guillemets. C'est que normalement, même à l'entraînement, quand on va à l'étranger, et les gars, ils sont à 2000% même aux entraînements. En France, par contre, voilà, c'est un peu compliqué d'aller à 2000% même aux entraînements et ça se ressent après dans les matchs. Et je pense que Paris, là,
ils peuvent aller loin, hein, mais je pense que ça sera déjà pour l'année prochaine. Ouais, quart de finale, c'est déjà magnifique, hein, mais ils auront les possibilités de gagner, attention, mais je pense que l'année prochaine, par contre, là, ouais, ça va être un vrai prétendant à la Champions League. Et puis on sait jamais, on peut tout. Bon, j'espère de tout cœur qu'ils vont aller au bout. Hein. Mais supporter c'est pas parce que dans la Ligue 1 je supporte pas Paris. Par contre là c'est une Champions League, donc forcément je suis français et je supporte le club français. Hein, donc j'espère de tout cœur qu'ils vont arriver au bout. Et on espère qu'ils tomberont peut-être pas sur des poteaux carrés en finale. Ça arrive une fois en club français, ce serait chiant que ça arrive une deuxième. Ouais, bon ça n'existe plus. Les fameux poteaux qui ont été, je crois, mis au musée. Hein, ouais, ils sont au musée, ouais. Et c'est une histoire absolument incroyable. Et justement, on parlait du PSG, on parle beaucoup de l'histoire, on parlait des supporters, mais est-ce que il est important justement aussi que les joueurs s'imprègnent de l'histoire de leur club? Est-ce qu'il est possible, je sais pas, un joueur aujourd'hui qui arrive à Saint-Etienne, qui connaît pas forcément très bien le club, de l'étranger, peut ne pas connaître finalement, ou comme ça, la finale de 76 et tout ce qu'il y a à côté? Non, je pense pas. Je pense que c'est de génération en génération. C'est les grands-pères qui emmenaient le père, le fils voir les matchs de Saint-Etienne. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec le foot. Je suis parti dans pas mal de régions en France et à l'étranger. Et Saint-Etienne, c'est omniprésent, quoi. Même au Canada, quand je suis parti en équipe de France, Saint-Etienne, quoi. Dès qu'il y a un maillot vert, c'est Saint-Etienne. Après, Paris, je pense que c'est en train de redevenir maintenant l'emblème français du football, entre guillemets. Parce qu'il ne faut pas oublier que Paris, il y a quelques années, moi je me souviens contre le Real Madrid avec la tête de Camboré à la fin, c'était un match juste fabuleux, quoi. Mais ouais, je pense que Saint-Etienne a un peu plus de ferveur quand même que Paris Saint-Germain actuellement. Mais c'est en train de devenir pour Paris, quoi. De redevenir justement, parce que Paris, ça a quand même une histoire aussi. Vous avez parlé là juste un petit peu du Canada. Vous avez fait les finalistes des Jeux de la francophonie en 2001 avec les moins 23. Par exemple, 23, ouais. Et cette petite expérience qui est intéressante, finalement, un petit passage en bleu, même si c'est pas forcément avec Léa, un petit passage en bleu pour Fabien Boudrin. Bah oui, parce qu'après ils ont enlevé les A-primes, donc en fait c'était la réserve de Léa, quoi. Ils ont enlevé les A-primes et donc moi j'ai fait 15 ans en équipe de France avec Anelka, avec Thierry Henry, Trezeguet, petit Louis Saha. Il y avait du beau monde aussi, hein. Et on avait une super génération de footballeurs en équipe de France, quoi. Ah bah, surtout finaliste, peut-être que c'est. On sait jamais, pas loin de ramener un titre avec les Bleus. Bon, peut-être pas de descendre les champs, mais. Bah, on a perdu en demi-finale les Chevaliers championnat d'Europe en moins de 16, on perd la finale de la francophonie, en plus c'est moi qui crée le penalty, on perd 1-0, donc bien dégoûté, mais ouais, c'était chouette, quoi. Des souvenirs. Vous avez un petit peu côtoyé l'étranger, la Bulgarie et la Roumanie. Ouais. Ces expériences-là, est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence par rapport à la France ou finalement c'était un peu pour la différence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la culture en fait. Quand on va en Bulgarie, ça joue au foot quoi, de 100%, quoi. Même après les entraînements, il y en a qui vont quand même encore jouer au foot. Ils ont, entre guillemets, ils ont que ça. Et puis en Bulgarie, sur les 18 équipes, il n'y en a que 4 qui se tirent la bourre chaque année. C'est des stades pleins, c'est ouais, c'est un super football, mais par contre, après, c'est vrai qu'il y a des équipes, c'est limite nationale en France, quoi. Et les équipes, c'est une catastrophe, hein. À ce point-là? Ouais, parce qu'il n'y a pas les mêmes structures, donc on arrive sur des stades, c'est tout vieux, c'est tout pourri, il n'y a pas beaucoup de supporters, donc ouais, il y a des matchs, c'est pas évident. Et puis en Roumanie, n'en parlons même pas, parce que moi j'étais à Cluj, et on s'entraînait sur du sable. Il n'y avait pas de terrain, même on s'entraînait sur du sable, du vrai sable, quoi. Ça rappelle le foot de quartier. Ouais, et encore sur le quartier, c'était mieux de jouer sur le goudron, quoi. Mais jouer sur du sable toute la journée, c'est pas évident. Et puis quand on avait un petit terrain de pelouse, c'était sur une déchetterie. Donc ouais, c'était dur. La Roumanie, c'était dur, ouais. Ah, c'est des souvenirs, mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir à l'étranger, en fait? La Coupe d'Europe, parce qu'il y a, quand j'étais à Sochaux, donc on avait fait notre passage de Coupe d'Europe pendant 4 ans, et je devais re-signer 2 ans à Sochaux, pas de bol, changement d'entraîneur, c'est Perrin qui arrive et qui m'a dit, bah voilà, je ne compte pas sur toi, j'emmène déjà le milieu de terrain,
Donc je me suis retrouvé à 10 jours de la fermeture de Mercato, sans contrat. Donc je suis parti à Dijon en Ligue 2 avec Rudy Garcia, parce que je voulais pas partir en Bulgarie tout de suite. Ça faisait 2-3 ans qu'il m'approchait la Bulgarie. Et après, j'ai dit tant pis, je pars. La Coupe d'Europe, c'est un parfum particulier. Et je savais que de partir là-bas, je faisais l'UEFA, c'était sûr, chaque année. Et je voulais jouer la Champions League. Donc, je n'ai pas pu la jouer parce que je suis parti de la Bulgarie, parce que j'ai tapé un entraîneur. Changement d'entraîneur, on était à Dubaï, changement d'entraîneur, à Hugo. Et on était 3 Français. Il y avait Cédric Cambon qui joue encore donc à Lyon, et Cédric Curas qui joue à Lyon à l'époque. Et à tous les 3, ils nous demandaient de l'argent pour jouer. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et après j'ai pété un câble. Je lui ai mis une belle droite, et du coup la Bulgarie est terminée. Donc je suis resté 2 mois et demi à Dubaï. Et après, le club de Bulgarie m'a prêté en Roumanie. Et après, j'ai cassé mon contrat de la Roumanie. J'ai pas été payé pendant 5 mois. Donc, c'est pour ça que je suis rentré en France et que je suis allé en Ligue 2 à Vannes. La Roumanie, c'était une catastrophe, quoi. D'accord, ça va pas d'être clair. Hein. on va rappeler à nos jeunes qui sont sur le terrain, ne frappez pas forcément vos entraîneurs, c'est pas une bonne idée. Non, surtout pas. Maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu faire ça plus intelligemment, mais après, moi j'ai le sang chaud, je suis un Stéphanois et j'ai du caractère, donc sur le moment, j'ai pas trop réfléchi. Bon, je regrette maintenant, mais bon. C'est comme ça, il faut surtout pas faire ça, c'est pas une solution du tout. Surtout que maintenant on peut payer des gars pour le faire, donc ça sert à rien. Voilà. Toujours sans ça, vous avez dit que donc, vous êtes parti à Vannes. Finale de la Coupe de Ligue 2009, qui s'est soldée par une petite branlée, on peut le dire à la fin, mais avant de tranquillement partir vers le CFA. Je suis donc 2 ans à Vannes. Donc l'équipe, ça faisait 3 ans qu'elle n'arrêtait pas de monter, qu'elle arrivait première, CFA, nationale, Ligue 2. Au manque le coach, à cause de la finale de la Coupe de la Ligue, de monter en Ligue 1, parce qu'il nous restait encore 4 ou 5 matchs et la montée était largement jouable et que forcément ça a plombé tout le monde. La deuxième année, on se maintient, mais un peu plus compliqué. Et après CFA, parce que je devais signer à Arles-Avignon, et Arles-Avignon avait un gros problème de DNCG, ce qui fait que mon contrat n'a pas été homologué, et je suis resté 9 mois sur le carreau. Faut savoir que quand on est pro, si on ne signe pas dans les limites, on a l'interdiction de signer entre le 31 janvier et le mois d'août. Donc je suis resté au chômage pendant 9 mois, j'avais 32 ans, et là forcément quand on reste 9 mois sur le carreau et qu'on a 32 ans, il n'y a plus aucun club qui se manifeste. Donc j'ai dit tant pis, je vais redevenir amateur, et je suis parti à Aurillac. Et quand on redevient amateur, il faut attendre le 10 octobre. Donc du coup, j'ai pas joué de février jusqu'à octobre. Je suis parti à Aurillac me refaire une petite santé, donc une petite saison bien sympathique, avant de repartir en CFA à Pontivy, à côté de Vannes, parce que Pontivy avait des ambitions qui me plaisaient bien, nationales. Ça va manquer de peu. Et puis après, je suis rentré chez moi, ici, à côté de Saint-Etienne, en CFA2 à faire. Quoi de mieux que l'odeur de la saucisse merguez dans le foot amateur, peut-être? Ouais, c'est vachement sympa. C'est dur au début, mais c'est vachement sympa. Les ambiances sont complètement différentes, et c'est pas mal. Et justement, par rapport à ces équipes, toutes ces équipes, vous avez joué, est-ce que, je pense à Saint-Etienne ou FC Sochaux, vous les suivez encore, mais est-ce que, par exemple, un club comme Vannes, vous avez joué longtemps, vous suivez encore aujourd'hui son parcours? Non, je regarde de temps en temps les résultats, mais en plus la Ligue 2, c'est pas du tout diffusé, donc. Surtout qu'ils sont en national, je vous apprends, ils sont relégables en national avec des problèmes de DNCG. C'est ça. Bah oui, le président Gestin est parti, donc quand on sait que le président Gestin, c'est numéro 1 mondial d'import-export de la viande et qui rapporte 90 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et qui s'en va, c'est sûr que c'est pas facile après de gérer le club, quoi. Et vous parliez tout à l'heure du fait de ne pas être payé, et justement en France on a ça depuis peu, puisque l'équipe du ZES menace de faire grève face à Amiens demain. D'ailleurs ça va dans l'inquiéter parce qu'ils ne sont pas payés depuis 2 mois. Et justement parlez-nous finalement d'aborder ça sans forcément être payé, et quel est votre avis par rapport à ça? C'est horrible parce que en fait quand on va dans les clubs, moi je l'ai connu en CFA aussi, si on a un contrat fédéral,
on est obligé d'être payé. Donc ces joueurs-là, ils sont payés. Par contre, si on n'a pas de contrat fédéral, c'est des contrats amateurs, mais bon, c'est surtout, ils essaient de trouver du boulot à côté. En général, ils n'en trouvent pas. Et s'ils veulent pas vous payer, ils vous payent pas. Donc voilà, après, c'est au bon vouloir d'un bon président. Et je sais que dans le sud, malheureusement, c'est beaucoup ça, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui sont pas payées. Ils sont payés pendant 6 mois. Si les résultats ils sont bons, bon, ça va. S'ils font un bon parcours en Coupe de France, ça va. Mais une fois que la Coupe de France est terminée, après, bah, c'est restriction de budget. Et puis si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir quand vous voulez, quoi. En gros, c'est ça, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ça casse un petit peu l'image qu'a l'opinion publique du foot de plein de pognon. Ouais, bah en amateur, hein, parce que ça peut pas arriver. Ça, en Ligue 1, Ligue 2 nationale, c'est que des contrats pro. Contrats pro ou même fédéral, c'est obligatoire d'être payé un minimum. Et après, les autres, tous ceux qui ont des contrats amateurs, si le club ne veut pas les payer, ils ne les paye pas. Eh oui, et on n'a aucun recours, malheureusement, avec ça, quoi. C'est un des problèmes. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas que la DNCG se penche, la fameuse DNCG qui fait tant parler chaque été dans le foot amateur? Ouais, mais si je pense que la DNCG venait dans les clubs amateurs, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de clubs qui seraient qui tiendraient debout. Ça fait évidemment partie des choses particulières du foot amateur et de tout ce qui va, on va dire, avec. Et finalement, quelle image vous garderez-vous de ce foot 10 saucisse merguez, le foot amateur? Non, mais moi j'adore, parce qu'il y a quand même de l'enjeu, et puis on rencontre des clubs. Nous, cette année, par exemple, on a 5-6 clubs pro quand même dans notre groupe, donc c'est des réserves professionnelles, c'est des bons matchs. Mais après, quand vous allez jouer dans le sud, vous prenez la peau sud et que certains matchs sont achetés, c'est une mentalité que je supporte pas. J'aime pas ça. Donc, je préfère même jouer en DH s'il faut et me faire vraiment plaisir que d'arriver sur un stade et avoir des gars avec des fusils à pompe et qui disent tu gagnes pas le match, quoi. C'est un des problèmes. Même en région parisienne, maintenant moins. Je sais qu'à une époque, quand on partait soit dans le sud, en région parisienne, ou même en Corse, c'était impossible de gagner le match, quoi. Ouais, ça fait partie du folklore malheureux du foot. Ouais, c'est dommage. Après, on en parle beaucoup, même s'il n'y a jamais d'acte, mais c'est juste de l'intimidation. Et l'intimidation, ça fait peur, quoi, parce qu'il suffit qu'il y ait un jobard dans l'équipe qui commence à péter un câble, on ne sait pas comment ça peut finir, quoi. Et c'est un des problèmes qu'on entend beaucoup dans certains médias, et une des grandes questions qui, sur le foot amateur, pas qu'en France, à mon avis d'ailleurs. Je pense que ça doit être... Ouais, je sais pas, parce que si vous prenez les gars un par un, c'est des gars extraordinaires. Et après, une fois qu'il y a l'enjeu du match et que on les reconnaît plus, quoi. C'est des machines à gagner, des machines à tuer. Évidemment, c'est tout plein de choses qui font le foot malheureusement dans un sens, mais il y a aussi cette notion derby. Est-ce que vous parlez des rivalités, mais sur le terrain, quand il y avait un Lyonnais, je sais pas, peut-être Pierre Lègle en face ou quelque chose comme ça, est-ce que la jambe tapait plus haut? Non. Après, moi par contre, oui, je me suis fait défoncer par des joueurs parce qu'ils savaient que j'étais un ancien pro. Mais après, moi, si je vois un ancien pro, je serais pareil, je lui mettrais un tampon, mais j'aurais pas ce côté malsain à lui faire mal, tandis qu'il y en a qui se privent pas. Hein. Même au niveau des arbitres, quand un ancien pro il fait une faute, il l'allume. Hein. Donc ça a le don d'énerver aussi. C'est pas facile, quoi. Jamais simple à gérer. On pense aussi à Ludovic Jouli qui joue à Chasse-les-Monts d'Or en CFA aujourd'hui. Fait partie de ces anciens pros, rejoint par Sidney Govou d'ailleurs depuis peu, comme quoi ça leur fait pour un club de CFA. C'est toujours ça en plus. Et justement, parler du foot amateur, est-ce qu'il y a pas aussi peut-être la particularité dans le foot amateur de savoir qu'on peut vite se retrouver en haut, et notamment grâce à la Coupe de France? Oui, c'est sûr. Quel est votre avis sur ça, sur ces clubs? Est-ce que c'est montre une faiblesse au niveau du foot français, ces parcours un peu à la calaisienne, si on peut dire? Je sais pas, moi j'ai déjà joué en étant pro des matchs contre des soi-disant plus petits, et c'est les matchs les plus durs, parce que même si vous êtes concentré, même si vous savez que vous pouvez passer à la trappe, l'équipe sur un match, l'équipe adverse, elle est complètement transcendée. Pour eux, c'est le match de leur vie. Et c'est juste par rapport à l'envie
qu'ils arrivent à battre des grosses équipes. Hein. C'est juste que ils font leur match et que eux, le lendemain matin, ils vont se lever à 5 heures pour partir au taf. Et je pense que c'est le problème des joueurs français. Ce que je disais par rapport aux entraînements, etc., c'est que c'est d'insuffisance. Pas assez impliqué. Et souvent, quand on joue contre des petits clubs, quand on est pro, on met l'équipe B, on fait tourner, quoi. Alors que dans un match de Coupe de France, donc c'est normal. Et puis ça rapporte de l'argent, hein, un tour ou deux tours ou trois tours pour les petits clubs, entre guillemets, les recettes, quand le club de Ligue 1 veut bien les laisser, parce que moi ça m'est arrivé avec Aurillac, je crois que c'était les 32e de finale, on joue contre Nancy, qui était en Ligue 1, et que Nancy a pris toute la recette. Et ça, je trouve ça horrible, par contre. Mais bon, même Lyon, je crois qu'ils l'ont fait aussi. C'est dégueulasse, quoi. Mais bon. Ah ouais. Évidemment, hein, que c'est pas très classe du club pro. Et pour un petit peu sur le sujet, mais ça va y amener aussi à ce côté amateur pro. La Coupe de France partira au Brésil en juin prochain, évidemment, pour jouer la Coupe du Monde. Et par rapport à ça, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs, si ce n'est tous, évidemment, qui viennent du foot amateur. Est-ce que finalement, le côté... il n'y a pas ce côté-là, il faudrait essayer de le retranscrire aussi dans une Coupe du Monde, et si ce n'est, est-ce que la France peut aller loin à la Coupe du Monde en juin prochain? J'espère de tout cœur qu'ils auront conscience parce que quand on voit bien que l'équipe de France est capable de faire des super belles choses, on l'a vu contre la Hollande, ils ont fait un match complet. En France, on dirait qu'à chaque fois qu'on a le couteau sous la gorge, c'est là qu'on commence à s'activer. Et la France est qualifiée grâce à cette motivation. Tout le monde pensait qu'ils allaient perdre et finalement ils ont gagné. C'est toujours comme ça un petit peu les joueurs de l'équipe de France. Ce qui j'espère va pas arriver à la Coupe du Monde. Ouais, évidemment, hein, c'est des choses importantes. Et aujourd'hui, quelle est l'actualité de Fabien Boudaren? Qu'est-ce qu'il devient l'ancien joueur professionnel? Il a passé ses diplômes d'entraîneur. Fabien Boudaren, il est toujours en CFA2. Bon, j'ai été blessé pendant 3 mois, mais je vais revenir dans mon club. Je fais de la musique. Voilà, je suis auteur, compositeur, interprète. Donc, un petit message, un petit peu de pub. Si vous voulez aller voir sur YouTube, vous tapez Fabien Boudaren et vous pouvez lâcher des commentaires positifs. Hein, bon. Voilà, donc ouais, le foot, la musique. D'accord, et pour le futur, diplôme d'entraîneur et après on verra. D'accord. D'accord, bon, peut-être plus le foot pour l'avenir quand même comme objectif. Oui. Bah oui, je vais pas dire que je sais faire que ça, mais j'ai ça en moi, donc je peux pas m'arrêter comme ça, c'est pas possible. Il faut que je reste avec mon petit ballon. Évidemment, et peut-être un peu de musique dans le vestiaire du coup. Toujours, j'ai toujours été comme ça, et j'ai toujours été un gars de vestiaire. Donc, tous les joueurs avec qui j'ai joué, ça rappelle encore maintenant, et c'est vrai que dans le vestiaire, même les entraîneurs disaient Pipi, il est trop important dans un vestiaire. Ça va, ouais. Un mec de vestiaire, j'ai fait pas mal de banquettes aussi en Ligue 1, Ligue 2, donc je l'ai pris du bon côté, entre guillemets, et puis voilà, j'étais dans le vestiaire. Je remettais les troupes en place. Et justement, par rapport encore une fois à tout ça, à la volonté de faire coach, vous attendez plus pour démarrer n'importe quel club ou déjà une petite ambition, savoir CFA ou même national? C'est marrant parce que vous m'aurez posé la question l'année dernière, je vous aurais dit mais jamais je serai entraîneur de ma vie. Et par la force des choses, l'année dernière, l'entraîneur n'a pas pu venir 3 ou 4 fois aux entraînements et j'ai dû diriger les séances. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'envie de poursuivre parce que j'aurais pu passer mes diplômes pendant que j'étais pro et ça aurait été plus facile. Mais ouais, j'ai adoré l'année dernière, donc du coup, je me suis lancé dedans. Et oui, de toute façon, je serais obligé de commencer par un petit club, c'est obligatoire, on ne peut pas arriver en pro tout de suite. Et de toute manière, quand je me lance dans quelque chose, je me lance à fond. Donc après, si j'ai les compétences pour, ça devrait aller comme sur des roulettes. Pourquoi? Parce que je pense par exemple, on a vu pas mal de joueurs qui arrivaient même direct à un niveau plutôt bon en tant qu'entraîneur, d'anciens joueurs. Je pense à Olivier Chouafini qui n'avait aucune expérience en tant qu'entraîneur et qui est arrivé directement à Amiens. Est-ce que si demain un club de national ou même Ligue 2 vient, je pense que M. Boudaren accepte tout de suite, non?
Pour faire entraîneur principal, non, parce que moi j'ai besoin d'apprendre. Si je peux faire adjoint, bien sûr que je vais y aller, parce que ça me permettra d'apprendre sur le tas et de savoir de quoi je parle. Parce que je dois avouer que quand j'ai fait mes sessions d'entraînement avec les stages que j'ai effectués, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Tout ce qui est aspect ballon, entraînement, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a tout ce qui est psychologique, tout ce qui est des règles de jeu. Enfin, il y a plein de choses. Et pour l'instant, j'apprends, je découvre. Je découvre plein de choses. Et que, ouais, je n'aurais pas la prétention de dire que je peux entraîner une équipe tout de suite. Par contre, adjoint, oui. Adjoint, oui, donner mon avis, faire des séances et apprendre avec quelqu'un de compétent, ouais. Ouais. Ça, je pense que je suis capable. D'accord, bah, on passe le message si on ne sait jamais. Hein. Jean-Louis Gasset, poste au PSG, ou l'adjoint de Galtier. Ouais. Pourquoi pas. Ou même Guy Stéphane en équipe de France. Plus est fou, moins rien de rire. Eh ben écoutez, monsieur Boudarène, on va vous remercier vraiment énormément de nous avoir accordé un peu de temps. Pas de rien, c'était avec grand plaisir. Et puis, tiens, si vous voulez rappeler pour votre chaîne YouTube d'ailleurs, je sais qu'on est pas mal côté. Bah YouTube, ouais, c'est YouTube. Vous tapez juste Fabien Boudarène sur YouTube et ma page va apparaître. Ok, bah pas de souci, c'est parfait. Et puis bah on va vous souhaiter que du bon pour la suite et peut-être un jour en espérant vous entendre bientôt sur Radio Ville Lumière, pourquoi pas, par l'avenir et sur l'actualité bien sûr. Voilà, pas de souci, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. De rien, merci à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.